Chapitre 28 Les relations entre les sexes. Nous avons eu soin de distinguer le problème de la famille et du mariage en tant que problème social de la question sexuelle en tant que problème personnel. Encore une fois, c'est là une distinction qui n'est pas normale ni légitime dans un monde normal, sauf dans certains cas spéciaux, mais qui s'impose au contraire dans un monde en dissolution. Nous allons donc examiner les relations entre hommes et femmes, considérées en elles-mêmes et pour elles-mêmes. Ici encore, il importe surtout de dégager les aspects positifs qu'offrent potentiellement du moins certains processus actuels de dissolution, dans la mesure où ils s'attaquent non seulement à ce qui appartient au monde bourgeois, mais aussi de façon plus générale à certaines distorsions et à certaines concrétions opaques provenant en ce qui concerne les choses du sexe de la religion qui s'est imposée en Occident. En premier lieu, on peut se référer ici à un ensemble caractéristique déterminé par certaines interférences entre la moralité et la sexualité. Il faut en effet considérer comme une anomalie l'importance attribuée aux questions sexuelles dans le domaine des valeurs éthiques et spirituelles, au point de s'en servir souvent comme étalon de ces dernières. La chose est d'autant plus singulière qu'il est rare de rencontrer dans la civilisation occidentale précédente, nous voulons dire dans l'Antiquité classique, quoi que ce soit d'analogue. Pareto a pu parler d'une religion sexuelle qui, au siècle dernier, s'est substituée avec ses tabous, ses dogmes, ses anathèmes, son fanatisme et son intolérance à la religion proprement dite, et s'est manifestée sous des formes particulièrement virulentes dans les pays anglo-saxons, où elle a eu, ou est encore, dans une certaine mesure, pour dignes compagnes, deux autres religions dogmatiques et laïques d'un nouveau genre, la religion humanitaire et progressiste et la religion de la démocratie. Mais ceci mis à part, il y a des distorsions qui intéressent un domaine beaucoup plus vaste. L'une d'elles, par exemple, concerne le sens qu'a pris le terme de vertu. On sait que virtus, dans l'Antiquité, même jusqu'à la Renaissance, s'appliquait à la force d'âme, aux qualités viriles, à la puissance, tandis qu'il a pris par la suite un sens sexuel, si bien que le même Pareto a pu forger le mot de vertuisme pour caractériser la religion puritaine à laquelle nous venons de faire allusion. Un autre cas typique de l'interférence entre sexualité et éthique et de la déformation qui en résulte a trait à la notion d'honneur. Il est vrai qu'il s'agit surtout ici du sexe féminin. La chose n'en est pas moins significative. Pendant longtemps, on a considéré, et l'on considère encore dans certaines couches sociales et dans certaines régions, qu'une fille perd son honneur non seulement lorsqu'elle a des expériences sexuelles libres hors du mariage, mais encore lorsqu'elle a été violée. Semblable absurdité a même fourni des thèmes à certains grands arts, le comble du grotesque ayant peut-être été atteint dans ce domaine par la tragédie de Lope de Vega, le meilleur juge est le roi. On nous y montre une fille qui, pour avoir été enlevée et violée par un seigneur féodal, avait perdu l'honneur, qu'elle retrouve soudain quand le roi fait exécuter celui qui l'a violée et la marie à son fiancé. Inversement du reste, la conception selon laquelle l'homme serait blessé dans son honneur si sa femme le trompe, alors que ce serait plutôt le contraire qui serait vrai, n'est pas moins absurde. Des deux, dans l'adultère, c'est la femme et non l'homme qui perd l'honneur. Non en raison du fait sexuel en soi, mais d'un point de vue supérieur. Car si le mariage est quelque chose de sérieux et de profond, la femme, en se mariant, s'unit librement à un homme, et par l'adultère, rompt ce lien éthique de fidélité et se dégrade avant tout à ses propres yeux. On peut donc noter en passant combien il est sot de faire retomber le ridicule sur le mari trompé. Autant vaudrait trouver ridicule celui qui a été victime d'un vol, ou le chef que son soldat, manquant à la foi jurée, trahit ou abandonne. À moins qu'on ne veuille peut-être lier la défense de l'honneur au développement des qualités de geôlier ou de despote chez le mari, certainement incompatible avec une conception supérieure de la dignité virile. Même des exemples aussi banals suffisent à montrer combien les valeurs morales ont été contaminées par les préjugés sexuels.
Nous avons déjà fait allusion aux préceptes d'une grande morale qui, parce qu'ils se relient à une sorte de race intérieure, ne peuvent être entamés par les dissolutions nihilistes. Ainsi, la vérité, la droiture, la loyauté, le courage intérieur, le sentiment vrai, non conditionné par la société, de l'honneur et de la honte, la maîtrise de soi, tout ceci est vertu. La sexualité n'y a pas de part, sinon indirectement, c'est-à-dire dans le seul cas où elle pousse à une conduite s'écartant de ses valeurs. Pour le reste, la morale stoïque, que l'on ne peut certes pas accuser de relâchement, rangeait les plaisirs sexuels dans la catégorie des choses qui, du point de vue de l'idéal du sage, étaient indifférentes. En général, dans l'Antiquité, on ne se préoccupait des questions sexuelles que lorsqu'elles nuisaient à la conduite digne et mesurée à laquelle était tenu le praticien et l'homme libre. C'est avec le christianisme, en partie aussi sous l'influence de conceptions sotériologiques de peuples exotiques d'Asie mineure et du Levant, que s'établirent des liens étroits entre la sexualité et le péché, et que le sexe se mit à infecter non seulement le domaine éthique, mais encore le domaine spirituel. Ceci rejoint ce que nous avons déjà dit à propos de l'impossibilité intrinsèque pour le catholicisme d'asseoir une conception supérieure du mariage et de donner une orientation qui conduise non à nier et à réprimer, mais à transfigurer et à sacraliser l'expérience sexuelle. Dans cet ordre d'idées, aux exemples d'aberrations déjà cités, nous pouvons en ajouter un autre, celui de la valeur attribuée à la virginité. Cette valeur est déjà mise en évidence sur le plan théologique par l'importance et le relief tout à fait incompréhensible, à moins de s'en tenir au plan purement symbolique, donné à la virginité de Marie, de la Mère de Dieu. Mais elle est attestée d'une façon plus spécifique par beaucoup d'opinions probables, c'est-à-dire qu'il faut suivre parce qu'elles sont prédominantes et défendues par des théologiens célèbres. Nous disions par beaucoup d'opinions probables de la théologie morale catholique, celle par exemple selon laquelle il serait préférable qu'une fille se tue plutôt que de se laisser violer, idée qui a conduit récemment à la canonisation de Maria Goretti, ou selon laquelle elle aurait le droit de tuer son agresseur si cela lui permettait de sauvegarder son intégrité physique. De même, d'après l'opinion défendue par la casuistique de la théologie morale, si l'ennemi, pour épargner une cité, réclame le sacrifice d'un innocent, celui-ci peut et même doit s'immoler et la cité consentir à le livrer. Mais pas si l'on réclamait une fille pour en abuser. On donne donc plus de poids au tabou sexuel qu'à la vie. Il serait facile de multiplier les exemples de ce genre, mais quand, par un régime d'interdiction et d'anathème, on révèle une telle préoccupation des choses du sexe, il est évident que l'on en dépend tout autant que si on l'exaltait crûment. D'une façon générale, c'est ainsi que, parallèlement à la disparition dans la religion positive de la dimension de la contemplation, de l'orientation vers la transcendance, de la haute ascèse et de la véritable sacralité, le domaine de la morale a été infecté dans l'Europe christianisée par l'idée du sexe, au point d'aboutir au complexe que nous avons indiqué au début. Si cet ordre de choses anormales n'est donc pas récent, le signe caractéristique de la période bourgeoise, c'est qu'il y avait pris les caractères particuliers, dissociés et autonomes d'une morale sociale. Précisément avec le vertuisme flétri par Vilfredo Pareto, qui dans une certaine mesure ne se référait même plus aux prémices de la morale religieuse indiquée ci-dessus. Or ce fut, et c'est justement cette morale basée sur le sexe et la sexophobie, qui a été et demeure l'objet principal des processus dissolutifs récents. Dans diverses régions, dans les pays anglo-saxons et protestants comme dans les pays latins et catholiques, il subsiste sans aucun doute des formes organisées d'ostracisme social à base sexuelle. En outre, il faut tenir compte de l'action subséquente, inconsciente, mais non pas négligeable pour autant, qu'exercent souvent les interférences qui se sont produites au cours des temps entre la moralité et la sexualité, alors même que l'individu ne reconnaît plus aucune valeur aux principes qui leur correspondent et que de nombreux liens extérieurs, sociaux, sont brisés. C'est même là une des causes du caractère névrotique, malsain
divisé et inquiet que présente souvent la vie sexuelle de nos jours, alors que ces traits étaient presque inexistants à des époques plus rigoristes. Quoi qu'il en soit, les processus en cours conduisent à une élimination des inhibitions, à une vie sexuelle libre qui a évidemment un tout autre sens qu'une vie délivrée du sexe. C'est comme si cette obsession sexuelle qui avait hier avec la mentalité puritaine un signe négatif, se manifestant par des inhibitions, tout en persistant aujourd'hui, devenant même plus aiguë, prenait un signe positif. Qu'une caractéristique particulière de l'époque actuelle soit une démonerie de l'éros, que sexe et femme soient les motifs dominants dans la société d'aujourd'hui, c'est un fait évident qui, du reste, appartient à la phénoménologie normale de toute phase finale et crépusculaire d'un cycle de civilisation. Là où le sexe est mis en relief, il est naturel que la femme, sa dispensatrice et son objet, prennent le pas, et c'est ce que l'on constate à bien des égards aujourd'hui. À cette sorte de démonerie, d'intoxication sexuelle chronique qui est le propre de l'époque actuelle et se manifeste de mille façons dans la vie publique et dans les mœurs, répond une gynocratie virtuelle, une tendance sexuellement orientée à la prééminence de la femme, prééminence qui, à son tour, est en relation directe avec l'involution matérialiste et utilitaire du sexe masculin. Il en résulte que le phénomène est surtout manifeste dans les pays où, comme aux États-Unis, cette involution est particulièrement poussée grâce au progrès, entre guillemets. Ayant à maintes reprises traité de cette question, nous ne nous y arrêterons pas ici et nous bornerons à signaler le caractère collectif et en un certain sens abstrait de l'érotisme et du genre de fascination qui se concentre aujourd'hui sur les idoles féminines les plus récentes, dans une atmosphère alimentée par 1000 moyens. Cinéma, revues illustrées, télévision, spectacles, concours de beauté et ainsi de suite. Ici, la personne réelle de la femme est souvent une sorte de support presque entièrement dépourvu d'âme, un centre de cristallisation de cette atmosphère de sexualité diffuse, si bien que la plupart des étoiles aux traits fascinants, vamps et femmes fatales, ont en pratique, en tant que personnes, des qualités sexuelles fort quelconques, leur fond existentiel étant plus ou moins celui de filles ordinaires et de mères de famille dévoyées. Quelqu'un s'est fort justement servi à ce propos de l'image des méduses, aux magnifiques couleurs irisées qui se réduisent à une masse gélatineuse et s'évaporent si on les met au soleil hors de l'eau. L'eau correspondrait ici à l'atmosphère de sexualité diffuse et collective. C'est la contrepartie chez la femme de la virilité très primitive des nombreux hommes qui se distinguent aujourd'hui par leur force et leur masculinité purement athlétique ou sportive, comme des durs, des mecs, etc. Revenons maintenant au problème qui nous intéresse. Les processus de dissolution qui se sont manifestés dans les mœurs sexuelles pourraient présenter un aspect positif lorsqu'ils contribuent à abolir les interférences anormales entre éthique et sexualité, entre spiritualité et sexualité dont nous avons parlé. Ainsi, en principe, il n'y a pas à regretter que tous ceux qui, dans les mœurs d'hier, se fondaient sur ces interférences, perdent de plus en plus de sa force, et il n'y a pas lieu d'être impressionné non plus par le fait que ce qui était considéré par erreur comme corruption soit devenu normal dans une grande partie de la société contemporaine. Nous pourrions répéter ici ce que nous avons déjà dit au sujet d'une certaine littérature corrosive et pervertissante de notre temps. L'important serait de tirer parti de cette nouvelle situation pour faire valoir, au-delà des coutumes bourgeoises, une conception plus saine de l'existence en affranchissant les valeurs éthiques de leur connexion sexuelle. Tout ce que nous avons dit de la contamination que ces interférences ont fait subir aux conceptions de la vertu, de l'honneur et de la fidélité, par exemple, pourrait déjà indiquer la direction positive. Il faudrait donc reconnaître que les préceptes de continence et de chasteté n'ont leur juste place que dans le cadre d'un certain type d'ascèse et de vocation correspondante, comme on l'a toujours pensé dans le monde traditionnel. Toujours dans le même ordre d'idées, au-delà du vertuisme, l'éventualité d'une vie sexuelle libre chez des personnes d'une stature exceptionnelle ne devrait porter nulle atteinte à leur valeur intrinsèque, ce dont l'histoire est riche d'exemples.
On devrait pouvoir concevoir, entre hommes et femmes, même sur le plan d'une vie commune, des rapports plus clairs, plus importants et plus intéressants que ceux qui correspondent aux mœurs bourgeoises et à l'intransigeance sexuelle. Ceci impliquerait entre autres que l'on devrait attribuer à l'intégrité de la femme, comprise en des termes purement physiques, qu'une valeur relative. Ainsi, pour un type d'homme particulier, les processus de dissolution en cours pourraient en principe favoriser de nombreuses rectifications du même genre. En pratique, pour la plupart des gens, ces possibilités restent cependant tout à fait hypothétiques, parce qu'ici aussi manquent les prémices existentielles et générales qui seraient nécessaires. C'est ainsi qu'à notre époque, la liberté accrue dans le domaine sexuel n'est pas liée à une reprise de conscience des valeurs qui rendent peu importantes les choses sexuellement importantes, ni à une prise de position contre la fétichisation des relations humaines, mais provient au contraire d'un affaiblissement général de toutes les valeurs, de toutes les attaches. Les aspects positifs dont nous avons fait état, que l'on peut dégager en théorie des processus en cours, ne sont que virtuels et ne doivent pas faire naître d'illusions sur les directions véritables que prend ou prendra la vie moderne. Outre l'atmosphère d'intoxication érotique, pandémique et diffuse dont nous avons parlé, le sexe détaché et libéré peut conduire pratiquement à une banalisation et à un naturalisme des relations entre hommes et femmes, à un matérialisme et un immoralisme expéditif et facile dans un régime matter of fact, où manquent les conditions les plus élémentaires pour réaliser des expériences sexuelles de quelque intérêt ou de quelque intensité. On peut considérer ici comme un détail qui n'est pas dépourvu d'importance ce qui a trait à certains aspects de la crise de la pudeur féminine. À part les cas où la nudité féminine presque complète sert à nourrir l'atmosphère de sexualité abstraite et collective de notre époque, il faut étudier le cas d'une nudité qui a perdu tout caractère fonctionnel sérieux, qui, parce qu'elle est habituelle et publique, accoutume l'œil à la chasteté, rend capable de regarder une fille complètement dévêtue avec presque le même intérêt purement esthétique que si l'on observait un poisson ou un chat siamois. Il en résulte cette dépolarisation des sexes qu'atteste du reste le régime de la vie moderne, où la jeunesse d'un sexe côtoie partout celle de l'autre, se mêle à l'autre avec naturel, pratiquement sans aucune tension, comme des choux et des navets dans un jardin potager. Il est évident que le résultat particulier tant de la crise des mœurs précédentes que de l'action des processus de dissolution nous reporte à ce que nous disions à propos de l'idéal animal. Et il y a là aussi une correspondance entre l'Orient et l'Occident, car la vie érotique primitive, si fréquente en Amérique, n'est pas bien éloignée de la promiscuité dans laquelle vivent camarades masculins et camarades féminins dans la zone communiste. Délivrés des accidents individualistes du décadentisme bourgeois, ils finissent par s'intéresser peu aux choses du sexe, car leurs intérêts les plus importants, convenablement orientés, se portent ailleurs, vers la vie collective et la classe. Ou bien le sexe entre aujourd'hui en grande partie dans la catégorie des succédanés. Dans un climat d'érotisme diffus et constant, on cherche dans la pure sexualité, plus ou moins de la même façon qu'avec les stupéfiants, des sensations exaspérées qui couvrent le vide de l'existence moderne. À cet égard, les témoignages de certains éléments de la Beat Génération et de groupes analogues sont significatifs. Ils montrent le rôle que joue pour eux la recherche du pur orgasme sexuel associé à une sorte d'angoisse que fait naître l'idée de ne pas y atteindre parfaitement, soi-même et la partenaire. Dans cette utilisation du sexe, il s'agit de formes négatives et presque caricaturales qui peuvent cependant renvoyer à quelque chose de plus sérieux, car l'expérience sexuelle pure a aussi ses valences métaphysiques, une rupture existentielle de niveau et des ouvertures au-delà de la simple conscience ordinaire, pouvant effectivement se produire à travers le trauma de l'étreinte. Avec la sacralisation du sexe, ces possibilités furent clairement reconnues dans le monde traditionnel. Nous avons traité de cette question dans un autre ouvrage, Métaphysique du sexe. Il suffira donc de rappeler brièvement quelques points concernant le type d'homme différencié qui nous intéresse. Comme nous l'avons dit, la situation actuelle exclut la possibilité de faire entrer le sexe dans une vie pleine de sens et s'écoulant dans des cadres institutionnels.
On ne peut donc envisager que certains cas, exceptionnels et sporadiques, comportant malgré tout une convergence de circonstances favorables. Il est bien certain qu'il ne peut y avoir de place chez le type d'homme en question pour une conception romantico-bourgeoise de l'amour en tant qu'union d'âme, avec un fond pathétique et dramatique. La signification que prennent pour lui les relations humaines ne peut pas ne pas devenir relative, et il ne pourra pas davantage chercher le sens de la vie dans une femme que dans la famille et les enfants. Il faudra en particulier renoncer à l'idée ou à l'ambition d'une possession humaine, d'avoir complètement l'autre être en tant que personne. À cet égard aussi, l'attitude naturelle pourra être au contraire celle d'une distance qui pourrait correspondre à un respect mutuel. On peut convertir en valeur positive la liberté accrue des mœurs modernes et la transformation moderne de la femme grâce à des rapports qui, sans être superficiels ou naturalistes, sont clairs et se fondent au plan social et éthique sur la loyauté, la camaraderie, l'indépendance et le courage, l'homme et la femme gardant toujours conscience d'être deux êtres aux voies distinctes, qui, dans un monde en dissolution, ne peuvent surmonter leur isolement existentiel et fondamental que grâce à ce qui procède de la pure polarité sexuelle. Il ne s'agira pas du besoin de posséder l'autre être humain, et l'on ne fera pas non plus de la femme un simple objet de plaisir et une source de sensation que l'on recherche pour se confirmer soi-même. L'être intégré n'a nul besoin de pareille confirmation. Il a tout au plus besoin d'un aliment. Et tout ce qui peut naître de la polarité en question, assumé d'une façon adéquate, peut constituer un des principaux aliments de cette ivresse particulière, active et vivifiante, dont nous avons parlé à maintes reprises, notamment à propos de certains aspects de l'expérience dionysiaque. Ceci nous amène à dire un mot de l'autre possibilité offerte par une sexualité qui, d'une certaine manière, s'est rendue autonome, s'est affranchie. Nous avons vu que la première possibilité correspond à l'abattardissement naturaliste. On peut donc lui opposer la seconde possibilité, celle de l'élémentaire, la possibilité d'assumer l'expérience sexuelle dans son élémentarité. Un des buts de notre ouvrage mentionné plus haut, Métaphysique du sexe, a été défini de la façon suivante. Aujourd'hui que la psychanalyse, par une inversion presque démoniaque, a souligné la primordialité infrapersonnelle du sexe, il faut opposer à celle-ci une autre primordialité, métaphysique celle-là, dont la première est la forme dégradée. Dans ce dessin, nous avons d'une part examiné certaines dimensions de transcendance qui, sous une forme latente ou couverte, ne sont pas absentes dans l'amour profane lui-même, et nous avons recueilli d'autre part, dans le monde de la tradition, de nombreux témoignages d'une utilisation du sexe dans le sens déjà indiqué lorsque nous disions de quelle façon un ordre d'influence supérieure devrait transformer les unions ordinaires entre hommes et femmes. Cependant, dans la mesure où il ne s'agit pas de simples notions abstraites, mais aussi de l'actualisation pratique de ces possibilités, on ne peut aujourd'hui faire état que d'expériences sporadiques, inhabituelles, éventuellement accessibles au seul type d'homme différencié, parce qu'elles dépendent d'une condition préalable. La constitution intérieure et spéciale que cet homme possède et conserve. Une autre condition préalable concernerait la femme. Ce serait que la qualité érotique et fascinatrice, diffuse dans l'ambiance actuelle, se condense concrètement et précipite, au sens chimique, dans certains types de femmes, précisément sous la forme d'une qualité élémentaire. Alors, le contact de ces femmes créerait sur le plan sexuel la situation que nous avons envisagée plus d'une fois. Une situation dangereuse qui exige de qui veut y répondre activement un dépassement de soi-même, le dépassement d'une limite intérieure. Bien qu'avec une certaine exaspération ou crudité due à la différence de milieu, la signification qu'avait originellement la polarité des sexes, lorsqu'elle n'était pas encore étouffée par la religion puritaine de l'esprit, lorsqu'elle n'était pas affaiblie par la sentimentalité et embourgeoisée, mais ne se réduisait pas non plus à celle d'un simple primitivisme ni d'une corruption décadente, cette signification, dans un pareil contexte, pourrait reparaître.
Elle transparaît dans une quantité de légendes, de mythes et de sagas appartenant aux traditions les plus diverses. Dans la femme vraie, typique, absolue, on reconnaissait en effet la présence de quelque chose de spirituellement dangereux, d'une force fascinante, en même temps que dissolvante. Ceci explique l'attitude et les préceptes de cette ascèse particulière qui repoussait le sexe et la femme comme pour couper court au danger. L'homme qui n'a choisi ni la voie du renoncement au monde, ni celle d'un détachement impassible dans le monde, peut affronter le danger et ici encore extraire du toxique un aliment de vie, s'il use du sexe sans en devenir l'esclave et s'il sait en activer les dimensions profondes élémentaires et en un certain sens transbiologiques. Comme nous l'avons dit, ces possibilités sont exceptionnelles dans le monde actuel et ne peuvent se présenter que par suite d'un heureux hasard en raison de ce qu'elles présupposent et en raison aussi des circonstances absolument défavorables résultant de l'émoussement qui caractérise souvent la femme telle que l'a façonnée en général la civilisation actuelle. Il n'est pas facile en effet de s'imaginer une femme absolue sous les traits d'une fille évoluée, plus ou moins américanisée. D'une manière plus générale, il n'est pas très facile non plus d'imaginer la coexistence des qualités requises chez la femme, telles que nous les avons indiquées plus haut, avec celles qui exigent des rapports qui, comme nous le disions, devraient aussi être modernes, c'est-à-dire libres, clairs et indépendants. Il faudrait pour cela une formation toute spéciale de la femme, formation paradoxale car, en un certain sens, elle devrait reproduire la structure duelle du type masculin différencié, ce qui, malgré certaines apparences, est bien loin de correspondre à l'orientation que prend généralement la vie de la femme moderne. En réalité, l'entrée de la femme à égalité de droits dans la vie pratique moderne, sa liberté nouvelle, le fait qu'elle côtoie les hommes dans les rues, dans les bureaux, dans la vie professionnelle, dans les usines, sur les terrains de sport et jusque dans la vie politique et dans l'armée, font partie de ces phénomènes de dissolution de l'époque dont il est difficile dans la plupart des cas de voir la contrepartie positive. Essentiellement, ce qui se manifeste dans tout ceci, c'est le renoncement de la femme à son droit d'être femme. La promiscuité des sexes dans la vie moderne ne peut que décharger, dans une plus ou moins grande mesure, la femme de la force dont elle était porteuse, ne peut que conduire à des rapports, plus libres certes, mais primitifs, entravés par tous les facteurs et les intérêts pratiques qui dominent la vie moderne. Ainsi, les processus en cours dans la société actuelle, avec la nouvelle situation de la femme, s'ils peuvent être favorables à l'une des deux exigences que nous avons relevées, celle qui a trait à des rapports plus clairs, libres et essentiels, au-delà du moralisme, comme des déliquescences du sentimentalisme et de l'idéalisme bourgeois, ne saurait qu'être contraire à la seconde exigence, relative à l'activation des forces plus profondes qui définissent la femme absolue. Le problème du sens de l'existence, non seulement pour l'homme, mais encore pour la femme, n'entre pas dans le cadre de ce livre. Il est certain que, dans une époque de dissolution, la solution de ce problème est plus difficile pour la femme que pour l'homme. On doit tenir compte des conséquences désormais irréversibles de l'équivoque qui a permis à la femme de croire qu'elle allait conquérir une personnalité à elle, en prenant celle de l'homme pour modèle. De l'homme, c'est une façon de parler parce qu'aujourd'hui, les formes d'activité typiques sont presque toutes anodines. Elles engagent des facultés neutres, d'ordre surtout intellectuel et pratique, qui n'ont pas de lien spécifique avec l'un ou l'autre sexe, pas plus qu'avec une race ou une nationalité déterminée, et parce qu'elles s'exercent sous le signe de l'absurde, qui caractérise tout le système de la société contemporaine. On se trouve dans un monde où l'existence est dépourvue de qualité et de masques simples, où la femme, dans le meilleur des cas, ne garde parmi ses masques et ne soigne que son masque cosmétique, mais où elle est intimement amoindrie et déphasée parce que ne sont pas remplies les conditions préalables qu'implique cette dépersonnalisation active et essentialisatrice dont nous avons parlé à propos précisément des rapports entre personnes et masques.
Dans une existence inauthentique, la recherche systématique de diversion, de succédanés et de tranquillisants qui caractérise tant de distractions et de divertissements d'aujourd'hui ne laisse pas encore pressentir à la femme la crise qui l'attend lorsqu'elle s'apercevra combien les occupations masculines, pour lesquelles elle a tant lutté, sont dépourvues de sens. Lorsque s'évanouiront les illusions et l'euphorie que lui donne la satisfaction de ses revendications. Lorsqu'elle constatera, d'autre part, qu'en raison du climat de dissolution, famille et enfants ne peuvent plus donner un sens satisfaisant à sa vie. Cependant que, du fait de la baisse de tension intervenue, hommes ni sexe ne pourront plus signifier grand-chose non plus, ne pourront plus constituer, comme ils le firent pour la femme absolue et traditionnelle, le centre naturel de son existence, et ne représenteront plus pour elle qu'un des éléments d'une existence dispersée et extériorisée, allant de concert avec la vanité, le sport, le culte narcissique du corps, les intérêts pratiques et autres choses du même genre. Il faut donc tenir compte des effets destructeurs que sont en train de produire dans bien des cas, chez la femme moderne, une vocation faussée, des ambitions détournées et, de surcroît, la force des choses. Ainsi, quand bien même la race des hommes véritables ne serait pas presque entièrement disparue, l'homme moderne, conservant bien peu de ce qui fait la virilité au sens supérieur du terme, ce qui a été dit au sujet de la capacité de l'homme vrai de racheter, de sauver la femme dans la femme, resterait problématique. Il est à craindre que dans la plupart des cas, ce soit un autre précepte que l'homme véritable ait à suivre aujourd'hui, celui que proposait la vieille à Zarathustra. Quand elle lui dit « Tu vas voir une femme, n'oublie pas ton fouet ». En admettant qu'il soit possible en ces temps progressistes de l'appliquer impunément et avec fruit. La possibilité de rendre au sexe, ne fût-ce que sporadiquement, son caractère élémentaire et transcendant, et si l'on veut dangereux aussi, dans le contexte indiqué, semble donc compromise par tous ces facteurs. En résumé, le tableau général de la société actuelle dans le domaine sexuel est particulièrement marqué par les aspects négatifs d'une période de transition. Le régime des résidus qui s'inspire, dans les pays latins, du conformisme catholique et bourgeois ou dans les pays protestants du puritanisme, garde encore une certaine force. La vie sexuelle affecte fréquemment des formes névrotiques lorsque seules les inhibitions extérieures ont été éliminées. Dans le cas contraire, lorsque les mœurs sont tout à fait libres, les relations sexuelles tendent vers un naturalisme insipide et le primitivisme. En même temps, règne une atmosphère de fascination sexuelle et de prédominance de la femme, objet de cette fascination, coïncidant pourtant avec une absence de différenciation effective, voire souvent avec une régression des types de la féminité absolue et de la virilité absolue. En particulier, un émoussement de l'élément féminin émancipé pris dans l'engrenage social et pratique. Enfin, les cas marginaux d'une utilisation exaspérée du sexe chez une jeunesse en déroute, existentiellement traumatisée, qui cherche de façon chaotique des succédanés à un sens vrai de l'existence. Telle étant la situation, nous avons dit que pour le type d'homme qui nous intéresse, les perspectives d'une utilisation des possibilités plus profondes du sexe dans des relations plus libres et plus claires entre hommes et femmes ne peuvent s'ouvrir que grâce à un hasard heureux et inespéré. En dehors de ce cas, il ne pourra éventuellement considérer comme positifs, parmi les effets des processus en cours, que ceux qui peuvent contribuer à séparer des domaines différents, ceux qui affranchissent de la précédente morale sexuelle les valeurs appartenant à une loi de vie supérieure. Faute de mieux, il évaluera l'espace libre qui s'ouvre quand, grâce à cela, les choses sexuellement et érotiquement importantes ont perdu de leur importance, sans cependant méconnaître ce qu'elles peuvent offrir sur leur plan.